Jean quitte la phase de petit Jean en un véritable homme reforgé à la discipline de son père. Il retourne à Colosie, ainsi pour braver sa personne et prouver sa maturité liée à la discipline de son père. Il pratique du sport et développe de plus en plus sa maturité. Il pratique les arts martiaux et la boxe. Son engagement paye. Et en 1977, il décroche son diplôme à l'Athénée de Colosie. Après le décès de son père, Jean rentre à Jadotville et continue ses études universitaires à l'Institut supérieur pédagogique technique, ISPT, dans les enceintes de l'actuel Institut Viombo, où il habite dans la chambre 310, la mythique et célèbre chambre des excellents étudiants depuis son passage en ces lieux. Et c'est ici où il se fait le grand renommé et s'éclot de sa coquille de vrai bosseur. Il se bat pour payer ses études en se débrouillant. Il fournit des petits services de réparation des appareils électroménagers par-ci par-là. Au caractère organisateur, derrière lui, un clique d'étudiants engagés et responsables qui le regroupe autour de lui et que ses collègues étudiants renomment son clique, le clique d'étudiants maniants. Toujours dans la découverte de sa personne, le jeune Jean s'illustre une fois encore en responsable. Fils d'un pauvre ouvrier de la Gécamine orphelin de père, il rassemble ses petits moyens et crée un compte bancaire dans une coopérative de la ville à l'époque, la coopérative paysanne pour le développement Moulinzi. Jean devient un étudiant exemplaire. Il est le seul des étudiants de l'époque dans sa promotion à avoir un compte bancaire. Et en 1983, l'heure vient de quitter les institutions universitaires. Il obtient son diplôme universitaire en électronique. Jean embrasse la carrière professionnelle, mais il le fait dans un cadre privé. Dans le faubourg de la ville de Likasi, ex-Jadotville, dans la cité de Kikula, au carrefour des avenues Lumumba et Kasongo Michel, il loue un immeuble avec ses amis et crée non loin de là un atelier de réparation des appareils électroménagers où il gagne suffisamment pour subvenir à ses besoins. Ainsi, la facette et le don d'entrepreneur forgé par la personne d'une descendance de fermiers fait surface. Vers la fin des années 1988 et début 1989, il se lance dans le commerce de farine de maïs, faisant le trafic du nord au sud et du Katanga. Et c'est là qu'il fait connaissance, après tout, avec Laurent Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila, encore rebelle à l'époque. Visionnaire et bosseur, il se débrouille, rassemble tout ce qu'il avait récolté et repart à Colosie vers les années 1990, où il se lance dans le fond du business et installe un magasin de vente de farine de maïs qu'il appelle La Ménagère sur le bâtiment d'un homme d'affaires appelé Loketo à Colosie. En 1991, les tensions politiques dans les Katanga plongent cette partie du pays dans le chaos. À la goutte de manette de l'Occident et des États-Unis sous la machination du pouvoir colonial belge qui ne veut pas abandonner ses intérêts sur place, où un État voulait prendre ses ailes pouvant emboîter son contrôle sur les territoires, la Belgique et ses alliés les États-Unis livrent les tribus issues d'un même père au conflit d'après de sources historiques congolaises. Même la France, auteur source de plusieurs troubles dans la région de Grand Lac, est aussi pointée du doigt. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Pendant que la situation socio-économique dégrade, une crise alimentaire frappe la région. Ce fut l'occasion de faire découvrir la personne qui va faire de John Numbi la personne que l'on connaît en ce jour. Le John Numbi que l'on connaît aujourd'hui. Il rase sa petite barbe d'entrepreneur et mixe cette dernière au social. Ainsi, son instinct dit d'humaniste, par nos sources, refait surface et le pousse à mettre de côté ses intérêts. Pour un jeune grandi dans le faubourg, il va assister ses semblables. À l'époque, la farine de maïs, denrée de base de ce contrée, devenait de plus en plus rare. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'en procurer, car la condition était de payer en sac, et c'était une condition difficile,
retorque une source du lieu où s'est passé les événements et revient encore déçu en ces termes. Je cite, « Kikula où il a grandi avait le reflet de ces gens qui crepissaient de faim et il n'a pas hésité d'intervenir, comme dans les anciens temps où il était poussé par son instinct protecteur et social qui lui a coûté des coups de tonnerre de son mentor et de fin père. Sur ces coups, il agit comme l'aurait voulu son père. » John Numbi, ou Jean Numbi appelé ainsi par ses proches, découpe les sacs de 25 kilos et les met en détail pour faciliter la tâche à tout le monde d'avoir accès aux denrées. Les services de renseignement de l'époque mis au courant de la situation, il est accusé d'avoir été complice de troubles de l'époque en alimentant le réseau adverse en conflit à travers leur famille. Les militaires, services de la garde civile et la police de l'époque débarquent et ravagent son magasin. Puis c'est bien, perquisitionnent sa maison et les traquent lui et son entourage. Heureusement pour lui, le jeune homme arrive à s'échapper grâce aux habitants de la place. Après la baisse des tensions, il débarque à Lubumbashi et se réorganise. Il reprend goût du business. Le nom de John Numbi résonne par-ci par-là dans les murs de la ville et la suite de drames précédents le suit et le frappe à nouveau. Son magasin de denrées de farine de maïs, nouvellement installé, est pillé et ravagé à son tour par la garde civile de la place sous ordre du commandant régent et du vice-gouverneur en place de l'époque. John Numbi est à nouveau en fuite. Et à cette époque, il croise encore le leader maquisard Laurent Désiré Kabila avec qui il approfondit des liens. John Numbi retrouve à nouveau un mentor. Il sympathise avec le jeune Joseph Kabila. À l'époque, personne ne croyait au rêve de Laurent Désiré Kabila, leader d'une rébellion à mutinerie, que celui-ci pourrait devenir le chef de l'État du Grand Zaïre. Mais il faut qu'on me facilite les choses. Une source directe de la place affirme qu'après ces événements, à son retour à Lubumbashi, John Numbi était obligé d'intégrer le mouvement Juveri pour protéger ses biens et le sien. La jeunesse de l'Union fédéraliste révolutionnaire indépendantiste, un mouvement créé depuis l'avènement du multipartisme pour contredire l'idée sécessionniste aux bases de la balkanisation de la dictature. Collé aux idées révolutionnaires de son nouveau mentor, ces raisons le poussent profondément dans le mouvement. Jean débarque dans l'ombre dont le couleur demeure inaperçu jusque-là dans plusieurs sources médiatiques pourrait donner actuellement chacun ce couleur, chose que personne ne réfute. Mais l'histoire prend le début d'une tournure d'un personnage inconnu et qui va être l'icône exemplaire d'une armée qu'il va organiser. Dans des passages épineux bouillants et sombres, ainsi le jeune à l'incarnation d'éclairs et tonnerres, tiré de son nom de Jean, va entreprendre son destin. Un destin jusqu'alors contesté par certains médias qui diabolisent la personne selon les sources d'experts et spécialistes authentiques du pays, dont son implication dans la crise de 1990 et 1993. De nouvelles survolent, disant que ceux qui ont vécu ces événements se souviennent de Jean ou John Numbi, je cite, l'un des activistes le plus fou de la jeunesse de l'Uféry. Il aurait exécuté de sales besognes. Ce que John Numbi réfute,